Vous avez vu l'épisode 4 de House of Dragon saison 2 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on a du taf parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cet épisode 4. On va faire comme d'habitude l'analyse quasi scène par scène, puis le décryptage des différentes références qui sont évoquées dans cet épisode 4. Ensuite, il y aura les différences entre Feu et Sang, le livre, et House of Dragon, la série. Et enfin, quelques petits spoilers pour les gens qui auront lu le livre. Et puis, je vous préviendrai évidemment pour les gens qui ne l'ont pas lu, comme ça vous pourrez quitter la vidéo. Mais on a énormément de choses à dire, alors c'est parti. Dans cet épisode 4 de House of Dragon saison 2, le camp des Noirs est à nouveau confronté à l'absence de Rhaenyra pour la deuxième fois depuis l'épisode 1. On apprend que la Reine Noire est partie sans prévenir à un endroit inconnu, ce qui commence à agacer certains membres du Conseil. C'est d'ailleurs l'occasion pour Sir Alfred Broom de noter que Rhaenyra n'a encore pas nommé de main de la Reine pour gouverner en son absence, ce qui les bloque dans leur volonté de mener le combat. Chose intéressante, on voit bien que les autres conseillers ont du mal à reconnaître l'autorité de Rhaenys, mais lorsque Corlys Velaryon paraît au Conseil, tout le monde se tait. Encore une nouvelle preuve qu'on a du mal à faire confiance aux femmes pour diriger quoi que ce soit, et ce même lorsqu'on a choisi de soutenir une reine et non un roi. Lorsque Rhaenyra revient enfin à Pendragon ou Dragonstone, elle s'explique enfin sur son absence, elle avait besoin de voir qu'il n'y avait pas d'autre solution que la guerre, et désormais, elle en est certaine, elle n'a plus le choix. La scène finale de l'épisode 3 a donc permis de la déterminer vers le chemin de la guerre, et notamment l'utilisation des dragons. Reste désormais à savoir qui envoyer à Repos des Freux pour en venir en aide au seigneur Staunton. Sont évoqués les différents dragonniers possibles à envoyer, Daemon n'étant pas disponible car à Harrenhal, il est écarté d'office. Rhaenyra ne peut pas se mettre en péril, tout comme son héritier Jaehaerys, il reste certes Baela, mais c'est Rhaenys qui se porte volontaire, mais alors pourquoi ? Rien ne l'y force, personne ne le lui demande, et dans le making-of de l'épisode, Yves Best explique que c'est le sens du devoir qui la pousse à se porter volontaire pour voler sur Méléis à l'aide de Repos des Freux. Elle explique que si quelqu'un doit y aller, c'est Rhaenys plutôt que Rhaenyra, et comme toujours, Rhaenys fait preuve de sagesse mais aussi de détermination en affrontant son destin les yeux dans les yeux et même avec le sourire quand on la voit sur sa dragonne. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de retrouver le lien qui existe entre Rhaenys et sa dragonne Méléis, lorsque celle-ci s'apprête à la chevaucher et qu'on voit les deux partager un moment de tendresse. C'est quelque chose qu'on voit aussi entre Feu du Soleil et Aegon au même moment. Ce sont des plans courts, mais ça montre bien la connexion qui existe entre un dragon et son dragonnier. Les dragons ne sont pas des montures sans personnalité, ils ont un lien particulier avec leur dragonnier, et on le verra à nouveau tout à l'heure quand on analysera la bataille de Repos des Freux en tant que telle. Pour en finir avec l'intrigue de Père Dragon, dans cet épisode, on note aussi le parallèle clair dans lequel Rhaenyra se lance avec son père Viserys. Comme son père avant elle, elle décide de livrer à son fils et héritier la vérité sur la prophétie d'Aegon, le fameux rêve qu'il appelait la chanson de la glace et du feu. C'est quelque chose d'important pour Rhaenyra, car c'est l'héritage spirituel de Viserys qui se joue dans le fait de perpétuer l'existence de cette information de génération en génération. Elle adoube ainsi Jaehaerys comme son réel héritier et lui donne la clé de son règne futur. Il est évidemment notable que ces phrases soient prononcées alors que le montage alterne entre les différents préparatifs de guerre pour Rhaenys, Aegon et Criston Cole qui s'apprêtent à lancer le siège de Repos des Freux. D'un point de vue comparatif, on peut aussi noter qu'Aegon s'entoure des artefacts de la légitimité royale qu'il tient de son aïeul Aegon, tandis que Rhaenyra, de son côté, préfère perpétuer cette prophétie. D'un côté, on a donc Aegon qui privilégie l'héritage d'apparence, tandis que Rhaenyra, elle, perpétue ce même héritage par l'esprit et la transmission. Avant de passer à Port-Réal, puis à la bataille en elle-même, revenons sur Daemon à Harrenhal car il s'y passe des choses très intéressantes je trouve. C'est d'ailleurs Daemon qui ouvre l'épisode dans une séquence où il se rêve dans la salle du trône et où il voit une jeune Rhaenyra Targaryen assise sur le trône de fer avec la couronne de Viserys sur le crâne. Notez ici le parallèle évident avec le tout premier épisode de House of Dragon, où c'était Rhaenyra, alors princesse, qui entrait dans la salle du trône et y voyait Daemon assis sur le trône de fer. Dans ce rêve, Daemon n'arrive pas à comprendre ce que dit Rhaenyra en haut valyrien, langue qu'ils étaient pourtant les seuls à partager au début de la saison 1. Le symbole de la déconnexion des deux personnages est ici très clair, la seule phrase que Daemon finit par comprendre, c'est un reproche de la part de Rhaenyra qui lui assène que Viserys l'aimait plus elle que lui. Daemon finit par décapiter Rhaenyra dans un coup de sang, il se réveille ensuite avec une main qu'il pense ensanglantée et qui ne l'est plus dans le plan suivant. On voit bien que Daemon est ici perturbé par les fantômes de son passé, mais aussi par toute une ribambelle d'émotions contraires. On a ici l'amour pour Rhaenyra qui côtoie la jalousie, qu'elle soit reine, et pas lui,
L'ambition pour le trône, pour son propre gain, mais aussi la colère et la violence. En quelques secondes, c'est tout Daemon qui est résumé dans cette séquence. Et ce n'est pas fini, parce que, par la suite, Daemon aura également une vision de ce qui semble être Aemon Targaryen de dos, que l'on reconnaît à sa chevelure, mais aussi à son cache-œil, mais lorsque la figure se retourne, il s'agit du visage de Daemon. À nouveau, un fantôme du passé et du présent de Daemon, un guerrier qu'il a tenté de faire tuer sans combattre, peut-être par peur, selon le premier intéressé. Daemon, c'est aussi le neveu qui a hâte de se prouver contre son oncle par le combat. C'est aussi le dragonnier de la dragonne la plus imposante du moment, et le fait que Daemon ait une vision de lui-même en tant qu'Aemon insiste aussi sur les similarités qui existent entre les deux personnages. Tous deux sont guerriers, tous deux sont prompts à la violence, tous deux sont intéressés par le trône à des degrés différents, bref, tout ceci est évidemment très signifiant. Tout comme le fait que Daemon voit Laena Velaryon dans le grand hall de Harrenhal en lieu et place d'une servante. Là encore, un fantôme du passé qui apparaît devant Daemon et le perturbe alors qu'il est en pleine négociation pour obtenir une armée de la part des Blackwood. Ici, c'est peut-être la culpabilité de la mort de Laena qu'il a vu mourir immolée par le feu dragon de Vhagar dans l'épisode 6 de House of the Dragon saison 1. On s'entende, Daemon n'est pas en soi responsable de la mort de Laena, car il n'avait pas eu l'occasion de répondre au médecin qui lui demandait s'il fallait la tuer pour sauver l'enfant ou non. Mais on peut s'imaginer qu'il aurait pris la même décision que Viserys dans l'épisode 1. Quoi qu'il en soit, Daemon a des choses à régler avec son deuil de Laena, cela semble évident, et je suis curieux de savoir si on va revoir Rhea Royce, sa première femme, qu'il avait justement assassinée durant la saison 1. Pour rester à Harrenhal, toute cette séquence avec Daemon pose question, car on peut se demander s'il est sous l'influence d'Alice Rivers. Celle-ci semble être particulièrement perspicace à son endroit, elle sait qu'il s'est disputé avec Rhaenyra, elle sait aussi qu'il éprouve des sentiments contraires vis-à-vis de cette femme, qui a pris le trône alors qu'elle n'était qu'une enfant qu'il prenait sur ses genoux à l'époque où lui-même était héritier. Alice s'inquiète aussi pour son sommeil et lui donne une potion qu'elle a elle-même concoctée sous ses yeux, et qu'elle était déjà en train de préparer avant qu'il n'arrive. La séquence transitionne ensuite sur le grand hall où il découvre Willem Blackwood. On le voit, Daemon est de plus en plus désorienté à Harrenhal, et on peut se demander si ça ne va pas commencer à devenir un problème pour la suite. C'est bon pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours plaisir quand vous la soutenez avec un petit like, un petit commentaire, un abonnement avec la cloche. Si vous voulez suivre évidemment toutes les vidéos sur House of the Dragon qui partent dans tous les sens en ce moment sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fera super plaisir. Vous pourrez me suivre sur les différents réseaux sociaux et notamment sur ma page Discord où vous retrouverez un certain nombre de fans de Game of Thrones et de House of the Dragon. C'est toujours très cool de voir cette petite communauté rapprochée grandir en ce moment, donc merci à tous ceux qui la rejoignent. Vous pouvez aussi m'aider à pérenniser mon activité sur internet en devenant membre de la chaîne YouTube ou bien en devenant abonné soutien sur KissKissBankBank ou sur Ko-fi. Vous aurez notamment accès à des contenus exclusifs, notamment en ce moment des extraits de lecture de Feu et Sang, avec notamment par exemple cette semaine la lecture de la séquence de Repos des Freux bien entendu, et vous pourrez voir vraiment et écouter ma douce voix en train de vous narrer cette séquence et pour pouvoir comparer un petit peu la séquence dans le livre et la séquence dans la série. Passons maintenant à Port-Réal avant de dédier une partie de cette vidéo à l'analyse de la bataille de Repos des Freux. On y voit Alicent qui reçoit elle aussi une potion de la part du grand maître Orwyle. Il s'agit du thé de lune, utilisé pour avorter. On note que le grand maître ne fait pas mine d'avoir compris à qui elle est destinée, puisqu'il pense qu'elle est destinée à une servante comme durant la saison 1. Quant à Larys, cependant, il ne fait aucun secret sur le fait qu'il a compris que c'était bien pour Alicent. Le maître du chuchoteur n'est pas dupe et fait aussi comprendre qu'il sait pour la relation qu'Alicent et Criston Cole entretiennent. Alicent semble aussi avoir vécu un certain revirement depuis la scène finale de l'épisode 3 où elle rencontrait Rhaenyra. On apprend qu'elle accumule des livres d'histoire de Westeros et s'intéresse notamment aux livres que Viserys avait dans ses appartements, très symbolique là aussi, Aegon les a fait enlever de sa chambre lorsqu'il a été couronné. Aegon n'est pas un jeune homme qui apprécie l'enseignement et encore moins la connaissance visiblement. Alors ça vous paraîtra sans doute évident, mais notez la symbolique également de cette figurine en marbre ou en pierre qu'Alicent a dans les mains. C'est une figurine de dragon qui appartenait à Viserys et qu'elle avait fait réparer à l'époque de la saison 1. Et comme par hasard, elle la laisse tomber et celle-ci voit son aile cassée. Le symbole, en tout cas, est assez clair sur ce qui va se passer dans la suite de l'épisode 4, avec cette fameuse chute des dragons, littérale, mais aussi figurée, avec Feu du Soleil, mais aussi Méléis, et des dragons qui, littéralement, soit vont mourir, soit vont finir cassés ou en lambeaux, disons. Donc voilà, le parallèle est presque évident, mais je voulais quand même le souligner ici. Alicent semble par ailleurs avoir un regain d'honnêteté, ou du moins en avoir suffisamment marre pour se montrer extrêmement direct face au roi son fils.
Elle lui dit clairement qu'il n'est pas la moitié du roi que son père était, chose qui doit faire excessivement mal à l'ego du jeune Aegon, mais Alicent ne se laisse pas taire. On croirait voir Otto Hightower lorsqu'elle lui explique qu'Aegon devrait se contenter de laisser les autres gouverner à sa place. Cette phrase qu'elle prononce m'a beaucoup frappé, notamment lorsqu'elle dit « Tu devrais faire ce qui est attendu de toi », et c'est tout à fait ce qu'Alicent a fait toute sa vie en réalité. Jeune, elle a toujours obéi aux desseins de son père, sans s'en plaindre, et elle aurait aimé qu'Aegon en fasse de même. Problème, ça bouillonne dans le crâne d'Aegon depuis un conseil restreint sous haute tension. En effet, Aemond a complètement remis en question le pouvoir de son grand frère durant le conseil restreint en ne faisant pas cas de son avis stratégique. Aegon insiste pour prendre lui-même les décisions, mais Aemond le prend à partie en haut valyrien. C'est l'occasion pour Aemond de montrer qu'Aegon n'est pas non plus très doué pour les langues, c'est un véritable manque de respect envers son grand frère et roi de lui montrer ses propres lacunes, et au bout du compte, c'est une prise de pouvoir à laquelle on assiste, puisqu'Aegon se rassoit et se tait, tandis qu'Aemond prend les choses en main. Ça expliquera le choix d'Aegon de se lancer lui-même au cœur du danger à Repos des Freux, dépossédé de son pouvoir militaire par Criston Cole, sa main, et du pouvoir tactique par Aemond, son petit frère, mais aussi blessé par sa mère, Aegon décide d'agir et de se prouver à lui-même qu'il est plus qu'un roi fantoche, en allant remporter ce qu'il pense être une victoire importante pour son règne à Repos des Freux. Il est maintenant l'heure d'analyser cette incroyable bataille de Repos des Freux, vous avez vu ma réaction, j'ai adoré cette séquence en tant que spectateur, et en l'analysant, je l'aime encore un peu plus. Déjà, il faut bien voir qu'il s'agit avant tout d'un piège tendu par Criston Cole et Aemond, qui n'ont mis absolument personne dans la confidence. Même Gwaine Hightower, qui est le second de Criston Cole dans cette armée, lui explique que c'est vers Harrenhal qu'ils doivent cheminer et non Repos des Freux. Mais Criston Cole a quelque chose en tête, saisir un château allié des Noirs, d'une part, mais aussi et surtout surprendre un dragon et potentiellement en tuer un, d'autre part. Ainsi, tout est fait pour que Repos des Freux appelle Père Dragon à l'aide, c'est pour ça que l'assaut est donné le jour et non de nuit. Criston Cole sait qu'il va perdre des hommes face au feu dragon, mais il y est prêt. D'autant plus qu'il envoie d'abord les soldats obtenus à Rosby, Castelfoyer et Sombreval comme chair à canon, enfin, comme chair à dragon. D'ailleurs, sachez que le bois de Borne, la clairière dans laquelle est tournée la bataille de Repos des Freux, est le même qui a servi au tournage de la bataille du début de Gladiator de Ridley Scott. Allez, petite référence gratos, rien que pour vous, ça me fait plaisir. Quoi qu'il en soit, les Noirs mordent à l'appât et envoient Rhaenys et Meleys au combat. Tout semble se dérouler parfaitement pour le plan de Cole qui envoie un signal à Aemond qui est tapi dans la forêt sur le dos de Vhagar. Mais l'arrivée d'Aegon sur le dos de Feu du Soleil vient rebattre complètement les cartes. Désormais, le roi est en danger et il faut agir pour Criston Cole qui envoie la deuxième vague de soldats, cette fois composée des forces Hightower. Il donne à nouveau le signal à Aemond d'intervenir, mais celui-ci demande plutôt à Vhagar de rester caché. Objectif, laisser Meleys tuer Feu du Soleil sans rien avoir à faire. Au bout du compte, Aemond finit par s'envoler et demande à Vhagar de cracher son feu sur les deux dragons, mais on note cependant que c'est clairement Feu du Soleil et Aegon qui prennent le gros de l'attaque, voilà qui pose évidemment question sur les intentions d'Aemond. D'ailleurs, lorsqu'on le voit face à Feu du Soleil et Aegon après la bataille, on peut se demander ce qu'il comptait faire. Il rengaine son épée d'une part, mais il récupère la dague d'Aegon. Comptait-il s'en servir pour tuer Aegon? Que se serait-il passé si Criston Cole était arrivé un peu plus tard? La question est clairement soulevée. Toujours est-il qu'on ne voit pas Aegon bouger à ce moment précis, ce qui interroge évidemment sur sa survie après avoir été frappé par le feu de Vhagar, mais aussi après avoir chuté d'aussi haut. Concernant cette chute, justement, on notera que Feu du Soleil se rabat autour d'Aegon pour amortir sa chute, ce qui pourrait l'avoir sauvé. A nouveau, c'est un petit détail, mais on voit bien que le dragon a ce lien particulier avec son cavalier. Et ce lien est aussi exploré avec Rhaenys et Meleys lorsque la dragonne est tuée par Vhagar. On voit très nettement la lumière vitale s'éteindre dans les yeux de Meleys alors qu'elle regarde sa dragonnière une dernière fois avant de mourir. De même, lorsque Rhaenys chute avec Meleys, elle semble immobile déjà, comme si elle était elle aussi déjà morte avant de tomber à terre. C'est en tout cas une mort extrêmement marquante de Feu et Sang, qui trouve ici une superbe adaptation dans House of the Dragon. D'une manière générale, on voit ici enfin et pour la première fois ce que c'est qu'une bataille entre dragons, chose qu'on n'avait jamais vue dans Game of Thrones, et c'est tout à fait brutal mais aussi bestial. On note que le combat entre ces dragons est inspiré par les rixes entre oiseaux de proie, qui utilisent leurs serres pour agripper leur adversaire et ensuite les griffer. Et le rapport d'échelle semble lui aussi très important, car Meleys réussit sans trop de mal à se débarrasser de Feu du Soleil, qui est plus petit qu'elle, tandis que Vhagar, plus grande que Meleys, n'en fait qu'une bouchée. On peut remarquer que c'est la deuxième fois que Vhagar tue un dragon de cette manière, en le surprenant après s'être caché. C'est comme ça qu'elle avait mangé Arrax et Lucerys, et c'est comme ça qu'elle arrive à se défaire de Meleys, qui est pourtant plus grosse qu'Arrax. On voit en tout cas qu'il sera difficile de se débarrasser de Vhagar, du moins en combat singulier.
Le gigantisme de Vhagar joue une grande part dans la mise en scène de cette bataille, et comme je le disais, déjà à l'époque de la saison 1, on joue vraiment avec les codes du film de monstre autour de cette dragonne. Lorsqu'elle apparaît au-dessus de la forêt, mais aussi lorsqu'elle reprend son envol en écrasant les soldats autour d'elle, on dirait presque une sorte de Godzilla ailé. Et ça montre aussi à quel point les soldats sont futiles face à une guerre de dragons, ce sont de véritables fourmis par rapport à ces bêtes de feu, et leur vie ne tient qu'à un fil. Toute la séquence autour de Criston Cole, dans le paysage désolé laissé par ce combat de dragons, nous montre à quel point une bataille entre dragons est terrible et à quel point elle fait d'immenses dommages collatéraux. Au bout du compte, Criston Cole remporte certes la victoire, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, dira-t-on, dans le sens où les pertes sont extrêmement lourdes des deux côtés. Chez les Noirs, on a clairement perdu, à la fois la forteresse de Repos des Freux, mais aussi et surtout une dragonne combattante en Méléis, et un membre du conseil et allié de Rhaenyra en Rhaenys. Cette perte est, on peut le dire, irremplaçable, surtout qu'elle prive Rhaenyra d'une voix de sagesse et de tempérance. Du côté des Verts, c'est effectivement une victoire au sens mathématique du terme. L'objectif a été atteint, un dragon est mort, et une forteresse noire est tombée. Mais les pertes sont immenses pour l'ost de Criston Cole, et de plus, le dragon du roi risque de ne pas voler de sitôt, tandis que le roi lui-même semble se trouver au mieux entre la vie et la mort. Je suis curieux de voir si l'expérience de la guerre entre dragons va changer la façon dont Criston Cole voit son rôle, et si le fait d'avoir échoué à protéger le roi va aussi le bouleverser ou non. On continue notre vidéo avec le décryptage des nombreuses références qui apparaissent dans cet épisode 4 de House of the Dragon. D'abord parlons d'Alice Rivers. Cette petite discussion qu'elle a avec Daemon me donne l'occasion de revenir sur le concept de bâtardise à Westeros, qu'on a déjà exploré à de nombreuses reprises dans Game of Thrones. À Westeros, tout le monde sait si son interlocuteur est un bâtard à partir du moment où il partage avec lui son nom de famille, car chaque région a un patronyme spécifiquement dédié aux enfants dont on ne connaît pas le père, ou dont le père n'a pas reconnu son existence, ou bien simplement dont les parents ne sont pas mariés. Ici, Alice dit s'appeler Rivers, le patronyme dédié aux bâtards du Conflant, la région centrale de Westeros dont le suzerain siège à Vivzeg, ou Riverrun en anglais. Mais quels sont les autres noms de bâtards dans les autres régions de Westeros ? Les amateurs de Game of Thrones en connaissent déjà plusieurs, mais aucun n'est aussi célèbre que le patronyme de Snow que l'on donne aux bâtards du Nord, à l'image de Jon Snow et Ramsay Snow. Un autre est plutôt connu, c'est celui de la région la plus au sud de Westeros, Dorne, dont les bâtards portent le nom de Sand. Les autres noms de bâtardise sont un peu moins connus. Dans les terres de la couronne, qui entourent Port-Réal, un bâtard s'appellera Waters, tandis que dans le Val d'Arin, il portera le nom de Stone, ou bien de Hill dans les terres de l'ouest. Dans le Bief, région où les Tyrell sont suzerains, on nommera les bâtards Flowers, tandis que dans les terres de l'orage où les Baratheons règnent, ce sera Storm. Et dans les îles de Fer, les bâtards portent le nom de Pike. J'en parlais la semaine dernière dans le décryptage de l'épisode 3, les bâtards de lignée spécifiquement valérienne issus des Targaryens entre autres, n'ont pas de patronyme précis, mais on les désigne souvent sous le nom de semences de dragon, je vous renvoie à cette vidéo pour en apprendre plus. Toujours à Harrenhal, on découvre avec Daemon Targaryen le petit-fils du seigneur Grover Tully. Il s'agit de l'actuel dirigeant de la maison Tully qui règne sur Vivzeg ou Riverrun, et par la même occasion dirige toutes les familles du Conflant. Son influence est donc considérable, cependant, comme on nous l'expliquait déjà dans des épisodes précédents et dans l'épisode 4, Grover Tully est non seulement vieux, mais sa sénilité est connue de tous, si bien qu'on ne respecte plus vraiment son autorité, en témoigne la bataille qui a opposé les Bracken aux Blackwood dans l'épisode précédent et qui est restée impunie. A noter que dans Feu et Sang, lors du Conseil de 101, Grover Tully soutient Viserys Targaryen plutôt que Laenor Velaryon. Il favorisait donc la lignée masculine au dépit de celle transmise par Rhaenys. Oui, dans le livre, c'est Laenor qui est opposé à Viserys et non Rhaenys. Allez voir ma vidéo dessus si vous voulez en savoir plus. Ici, en tout cas, c'est donc le petit-fils de Grover Tully que l'on découvre dans l'épisode 4 avec le poisson héraldique de la maison. Le jeune homme est nommé dans l'épisode comme étant Oscar Tully, et visiblement la série a décidé de changer le prénom d'Elmo Tully, petit-fils et héritier de la maison Tully durant la danse des dragons dans Feu et Sang. Ce passage à Harrenhal nous permet également de retrouver un personnage qui avait fait une petite sensation durant la saison 1, il s'agit de ce cher Willem Blackwood, ou Nerbosk en français, qui a bien grandi dans l'épisode 4 de la saison 1. À l'époque, il demandait sa main à Rhaenyra, héritière de Viserys. Rappelez-vous, celui-ci bégayait face à la princesse et subissait les moqueries d'un Bracken qu'il finissait par provoquer en duel et par tuer en plein dans le grand hall d'Accalmie. Eh bien, ce Willem Blackwood a, comme qui dirait, grandi, et n'a pas oublié son inimitié pour les Bracken puisqu'il demande à Daemon de les mettre dans le rang s'il veut pouvoir se servir de l'armée Blackwood. Une donnée importante puisque les armées cumulées des Blackwood et des Bracken sont les forces les plus importantes du Conflant. Précision importante, Willem Blackwood n'existe pas dans le livre et a été créé de toutes pièces pour la série.
J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans les précédentes analyses, mais c'est toujours une bonne idée de remettre un contexte géographique dans ce qu'on voit parce que ça bouge pas mal d'un point de vue stratégique. Ici, on suit la campagne militaire de Criston Cole depuis Port-Réal. Son host a d'abord pris les forteresses de Roseby puis de Castelfoyer, ou Stokeworth en anglais, intégrant leurs soldats à l'armée pour grossir ses rangs. Ensuite, et c'est ce qu'on voit au milieu de l'épisode, cette armée rejoint Sombreval, ou Duskendale en anglais, le siège de la maison Sombrelin, ou Darklin en anglais. La ville est mise à sac et les soldats se voient offrir la possibilité de mourir ou bien de vivre en rejoignant les rangs de l'armée de Cole. Le seigneur que l'on voit décapité par Criston Cole dans l'épisode 4 n'est autre que Gunther Sombrelin. Dans Feu et Sang, on apprend qu'il est le neveu de Stephen Sombrelin, qui sert actuellement comme membre de la garde Régine de Rhaenyra à Pendragon. C'est pour ça qu'il est effaré d'apprendre la prise de Sombreval. Enfin, après toutes ces conquêtes, c'est vers Repos des Freux que se dirige Criston Cole. Mais pourquoi s'attaquer à cette petite forteresse? Eh bien l'idée est de couper Rhaenyra de ses plus proches alliés de Pendragon, et donc de couper un potentiel débarquement sur la côte nord de la Nera. Enfin, cet épisode 4 de House of Dragon saison 2 nous permet de découvrir la troisième apparition dans la série d'un breuvage désormais bien connu, le fameux thé de lune. Parfois appelé thé de chanvrine, il est préparé par les maîtres, sages-femmes et autres rebouteux dans l'optique de permettre à une femme d'avorter. C'est cette décoction que l'on voit le grand maître Orwyle déposer auprès d'Alicent Hightower. On avait précédemment vu Alicent donner cette même potion à une servante violée par Aegon dans la saison 1, cette même servante qu'on a d'ailleurs revue la semaine dernière dans l'épisode 3. Enfin, Rhaenyra elle-même reçoit cette boisson durant l'épisode 4 de House of Dragon saison 1, après que court la rumeur sur sa relation incestueuse avec Daemon. En réalité, elle avait couché avec Criston Cole et non Daemon, ce qui fait que non seulement Rhaenyra et Alicent ont toutes les deux couché avec Criston Cole, mais en plus, qu'elles ont toutes les deux avorté de lui. Sacré palmarès pour Criston, n'est-ce pas? On continue avec les différences entre Feu et Sang et House of Dragon, puisqu'il y en a quelques-unes dans cet épisode 4. Comme souvent, les scénaristes de House of Dragon ajoutent des éléments qui ne sont pas explicites, voire simplement absents de Feu et Sang. C'est le cas de toute l'intrigue autour de ce qui arrive à Daemon à Harrenhal. Celui-ci est à nouveau sujet à des visions, d'abord de Rhaenyra dans la salle du trône de Port-Réal, puis de sa main ensanglantée lorsqu'il se réveille, et enfin de Laena Velaryon dans le grand hall de Harrenhal. Notez que cette ultime vision a lieu après que Daemon a bu une potion que lui a préparée Alice Rivers. Pour l'instant, il n'est pas explicité que Daemon est sous l'influence d'Alice, ou bien du château en lui-même, mais force est de constater qu'il n'est pas dans son assiette. En revanche, dans Feu et Sang, il est bien fait état de rumeurs concernant Alice Rivers et le fait qu'elle soit potentiellement une sorcière. D'ailleurs, Larys Fort fait lui-même référence au fait que Daemon va tomber dans la folie en croupissant à Harrenhal. Il est donc conscient de l'influence néfaste que peut avoir le château sur une personnalité comme Daemon. À moins que cette phrase ne soit purement ironique de sa part, Larys n'a pas l'air de vraiment apprécier son château, et précision importante, Larys explique avoir vidé les caisses de Harrenhal en récupérant le château. Comme on l'a vu développer depuis l'apparition des enfants d'Alicent dans l'épisode 6 de la saison 1, les scénaristes de House of Dragon adorent jouer sur la rivalité qui existe entre Aegon et Aemond. Si elle n'est explicite que plus tard dans Feu et Sang, elle prend sa source bien plus tôt dans House of Dragon, et elle va même beaucoup plus loin, car on le voit clairement dans cet épisode. House of Dragon met très nettement en scène Aemond ordonner à Vhagar de brûler vif son frère et son dragon. À la fin de l'épisode 4, on le voit également récupérer la dague d'Aegon, il a également l'épée tirée au clair, ce qui pose question sur ses intentions. Qu'aurait-il fait si Criston Cole était arrivé plus tard? Aurait-il exécuté Aegon froidement? Voilà des dynamiques tout à fait inédites que met en place la série et qui ne sont pas vraiment présentes à ce point dans Feu et Sang. J'ajoute que durant la bataille de Repos des Freux, House of Dragon met en scène deux duels de dragons successifs, d'abord Feu du Soleil contre Meleys, puis Meleys contre Vhagar. Dans Feu et Sang, c'est bien un 2 contre 1 que doivent négocier Rhaenys et sa dragonne Meleys. De plus, il n'est pas spécifiquement question qu'Aemond brûle sciemment son frère, mais que dans le chaos de la bataille entre les dragons, celui-ci soit grièvement blessé, sans qu'on sache qui est vraiment le responsable. A nouveau, là où Feu et Sang peut se permettre de rester dans le vague en invoquant la multiplicité des sources historiques, House of Dragon doit faire un choix, et ce choix est clairement dans la culpabilité d'Aemond, comme on le voit dans cet épisode 4. J'en profite pour vous rappeler que mes abonnés soutiens et membres sur YouTube ont d'ores et déjà accès à une lecture de l'extrait de la bataille de Repos des Freux dans Feu et Sang. Si vous voulez écouter ce contenu exclusif, vous pouvez les rejoindre sur Ko-fi, KissKissBankBank, ou bien en rejoignant la chaîne YouTube. J'en profite pour les remercier pour leur soutien. Maintenant, quelques spoilers des livres, à destination évidemment des lecteurs de Feu et Sang, donc évidemment si vous n'avez pas encore lu le bouquin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse, ou même demain pour des théories sur l'épisode 5 à partir du trailer, bien entendu.
Je suis toujours aussi fan d'Alice Rivers, même si on la voit encore peu dans cet épisode 4, quelque chose me dit que les scénaristes ont clairement choisi qu'elle serait une vraie sorcière et d'abonder dans le sens des rumeurs à son sujet. Personnellement, ça me plaît bien et je trouve que Gayle Rankin fait tout à fait le job dans ce rôle. Le fait que Damon fasse l'objet d'une vision juste après qu'elle lui donne une décoction semble en tout cas prouver qu'elle sait utiliser ses connaissances à des fins plus ou moins mystérieuses. Il me tarde en tout cas de voir comment Alice va poursuivre sa relation avec Damon et si elle aura l'occasion de briller à nouveau dans cette saison 2. Dans cet épisode 4 de House of Dragon saison 2, il est à nouveau question très clairement de la bâtardise d'Aline de Karen. Lorsque Rhaenys l'observe puis discute avec Corlys, elle lui révèle qu'elle sait qui il est. Il ne fait donc aucun doute qu'elle se réfère au fait qu'Aline est le bâtard de Corlys Velaryon. Je note d'ailleurs qu'on insiste beaucoup plus sur Aline de Karen que sur son frère dans ce début de saison 2. Sans doute pour nous faire passer plus logiquement son passage de bâtard sans nom à héritier de la marque. Toujours est-il que j'aimerais bien qu'on revoie aussi Adam par la suite. En tout cas, c'est plutôt cool de voir que la série a opéré un nouveau changement en montrant que Rhaenys est clairvoyante au point de comprendre que son mari l'a trompée et a eu des bâtards. Dans le livre, il me semble que Corlys révèle tout ça une fois que Rhaenys est morte. Au sujet de Repos des Freux, je suis curieux de savoir si l'on retournera à Repos des Freux ou non, notamment pour y voir Feu du Soleil et la tentative de le tuer par les fidèles de Rhaenyra. J'imagine que ça ne sera sans doute pas pour tout de suite, mais ça serait cool d'avoir un peu plus de temps d'écran pour ce dragon. D'ailleurs, je note que pour beaucoup de non-lecteurs, le fait que la série joue sur le suspense autour de la mort ou non d'Aegon semble fonctionner. Beaucoup d'entre eux disent qu'il est mort, d'autres ne le savent pas, d'autres sont pas forcément certains. C'est malin d'avoir géré la chose comme ça, et ça pose notamment question sur la ligne de succession. En tant que lecteur, nous avons la responsabilité d'éviter de spoiler la découverte des néophytes. Je trouve que les gens sont plutôt bien disciplinés à ce sujet sur mes réseaux, donc merci à vous de jouer le jeu. Voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode 4 de House of Dragon saison 2. Comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup apprécié cet épisode et beaucoup apprécié le décrypter pour vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Mettez-moi dans les commentaires votre note entre 1 et 5 sur cet épisode, j'en suis évidemment très curieux. On se donne rendez-vous demain pour un décryptage du trailer de l'épisode 5 qui fourmille de plein de petites informations et je vous donnerai évidemment mes théories sur la suite de la saison 2. Merci à tous de m'avoir suivi, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement avec la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos House of Dragon. Suivez-moi sur Discord et mes différents réseaux sociaux pour rejoindre les fans de House of Dragon et de Game of Thrones. Et puis, si vous êtes encore là, peut-être que vous avez envie de m'aider à pérenniser financièrement mon activité sur les internets. Merci de le faire sur ma page Ko-fi, KissKissBankBank ou bien en rejoignant la chaîne YouTube. Merci à tous mes soutiens. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.